Parole de Breton vous invite à découvrir les richesses de la Bretagne. Son patrimoine, sa culture, ses traditions et ses valeurs. Au travers de récits, d'interviews et de témoignages, ce podcast unique vous dévoile les initiatives locales et vous raconte les petites et grandes histoires qui façonnent la Bretagne d'hier et d'aujourd'hui. Braise et Omabro. Parole de Breton. Le podcast de votre région. Admirer et découvrir des monuments célèbres et historiques de France le long d'un parcours nature unique en son genre. C'est ce que propose la commune de Domanier, située à proximité de Rennes et de Vitré. Bienvenue à tous dans Parole de Breton. Le Mont-Saint-Michel, Chambord, le Pont du Gard ou encore le Parlement de Bretagne. Durant près de 20 ans, Henri Chenet, agriculteur à la retraite et autodidacte, a construit une quinzaine de monuments miniatures entièrement réalisés en pierre. Pour vous raconter cette aventure hors du commun, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Annie Marquet, la fille d'Henri Chenet. Bonjour Annie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Parole de Breton. Alors vous n'êtes pas venu seul, Bruno Budor vous accompagne. Bonjour Bruno. Vous êtes le président de l'association des Amis d'Henri Chenet, association donc qui gère désormais l'entretien et la mise en valeur du site où sont exposées les miniatures d'Henri Chenet. Pour l'instant, place à la découverte de cette histoire incroyable. Le podcast complètement à l'ouest, c'est Parole de Breton. Alors tout commence en 1992, lorsque votre papa, agriculteur de métier, prend sa retraite. C'est bien ça. Il est en retraite, il se dit tiens, pour s'occuper, je vais construire un petit moulin dans le jardin, une maisonnette en pierre, c'est ça ? Voilà, il fallait de toute façon qu'il trouve une occupation, étant très actif en fait pendant sa carrière d'agriculteur. Voilà, rester à rien faire, c'était pas possible. Donc du coup, il s'est dit, voilà, j'aime bien tout ce qui est maçonnerie, construction, je vais tailler de la pierre et puis je vais voir ce que je peux faire avec. Votre père était déjà un petit peu à l'aise avec la maçonnerie, puisque si j'ai bien compris, il avait rénové quelques bâtiments de la ferme auparavant. C'est ça, ouais. En fait, c'est vrai que tout ce qui était maçonnerie, c'était quand même son plaisir. Dès qu'il y avait en fait un bâtiment à rénover ou à faire, c'est vrai que fallait qu'il le fasse lui-même et il adorait ça. Alors, ce que personne ne sait à l'époque, c'est que 2 ans plus tard, ce loisir, ce passe-temps, va prendre une toute autre dimension. Donc oui, effectivement, après ces 2 petites miniatures, en fait, il s'est posé la question, qu'est-ce que je pourrais bien réaliser ? Et du coup, il a construit l'église de Domanier, qu'il connaît bien puisque il y allait souvent. Donc du coup, il a réussi à faire son église. Le résultat n'était pas trop mal. Alors on est sur une échelle 1/40e, construite entièrement en pierre du Val d'Isée. 2 tonnes quand même. Pas très léger, effectivement. La pierre, c'est toujours lourd. Alors comment il travaillait en fait Déjà, en fait, il commençait par tailler la pierre. Toute sa pierre était taillée en fait avant la construction. Ça lui passait quand même des jours et des jours, la taille de pierre. Ensuite, il fabriquait la dalle pour poser la miniature en fait sur la dalle. Et après, donc, il a construit l'église avec les plans qu'il s'était mis en tête, en visitant l'église et en mesurant en fait avec ses pas. Avec ses pas. Oui, avec ses pas. Voilà, okay. sa façon de mesurer. C'est plus rapide qu'avec un mètre et voilà. Alors, l'investissement financier reste plutôt raisonnable étant donné les matériaux utilisés. Des cailloux, du sable, du ciment, de la pierre, de l'ardoise, des matériaux simples et des outils également plutôt basiques. Il lui fallait pas grand-chose en fait, juste un marteau. Un marteau, une masse, une truelle. C'est ça. Donc, avec votre frère et le reste de la famille, quel regard vous portiez sur ces réalisations et sur cette passion dévorante ? C'est vrai qu'on voyait qu'il était content de ce qu'il faisait. Donc c'est vrai que nous, on le félicitait aussi. Et puis on s'est dit, mais il ne va jamais s'arrêter. Il disait tout le temps qu'il allait s'arrêter. Au final, d'une année sur l'autre, il y avait une nouvelle construction. Voilà, parce que là, on n'est qu'au début, mais ça ne va pas s'arrêter là. La Bretagne, comme vous ne l'avez jamais entendu. Parole de Breton. Une fois que la machine était lancée, on ne pouvait plus l'arrêter. Henri Chenet enchaîne les réalisations. En 1995, il construit la miniature du Parlement de Bretagne, quelques mois après l'incendie du vrai Parlement situé à Rennes, après la manifestation des marins-pêcheurs bretons. Cette miniature du Parlement est réalisée entièrement en tuffeau, et en 1996, fort de ses premiers succès, il entame la construction d'un projet ambitieux, hors norme, la miniature du Mont-Saint-Michel.
C'est vrai. Ça a été sa construction là, qui lui a demandé le plus de temps, puisqu'il lui a fallu 2 années de construction. Et là, au niveau de la taille de pierre, là, c'était pas des jours, mais des mois entiers, en fait, qu'il a fallu d'abord pour tailler la pierre et ensuite construire. Alors, ce que vous me disiez, sur les 2 ans de travail, 1 année quasi complète à tailler la pierre. Oui, c'est ça. Un monument de 40 mètres de circonférence, 5 mètres de haut, et rendez-vous compte, il aura fallu 300 tonnes de pierre pour réaliser cette miniature. Oui, c'est ça. Un boulot de titan, ça. Là, il a fallu de la patience, c'est vrai, et beaucoup de courage, on va dire. Mais il était dans son truc et il était super content de réaliser cette miniature. Quelles étaient les sources d'inspiration de votre père et à partir de quel support il travaillait ? Alors, pour les monuments en fait, où il pouvait mesurer, donc il allait sur place mesurer. Par contre, le Mont-Saint-Michel, du coup, c'était pas mesurable. Donc là, en fait, il avait acheté une maquette en carton qui représentait bien tout le mont. Et en fait, il a réalisé le mont à partir de la maquette. D'accord. Il se procurait des plans, des photos. Ça lui arrivait d'avoir des sources qui étaient assez variées pour... Oui, de photos et puis de prospectus aussi. Pour certaines miniatures, en fait, il appelait l'office de tourisme de là-bas et il avait réussi à avoir quelques documents en fait par l'office de tourisme. Alors ce que je disais, c'est un travail de titan et une organisation quasi militaire qu'il s'imposait parce que non seulement il construisait ses miniatures, mais il proposait également des visites guidées de ses réalisations dans la ferme familiale au Claret. En fait, à la base, il ne pensait pas son jardin aurait été un lieu de visite. C'était pas le but. Mais au fur et à mesure de ses constructions, en fait, il a eu de plus en plus de visites et beaucoup de gens qui l'encourageaient à continuer. Et donc, tout ça, en fait, ça lui a donné en plus l'envie de continuer et de parler de ce qu'il faisait. Il était super content de rencontrer des gens de tous horizons pour raconter ses constructions. En 1998, galvanisé par les encouragements des visiteurs et de ses proches, il poursuit son œuvre et réalise la miniature du château de Chambord en pierre de tuffeau, comme l'original. Ce n'est pas pour rien la pierre des rois. Alors là, on est à 365 fenêtres. Ouais, c'est ça. Ça prend du temps de faire les fenêtres ? En fait, à la base, il faut quand même fabriquer le moule pour mouler la fenêtre, en fait. Donc après, sur le château de Chambord, il y a quand même pas mal de fenêtres qui sont identiques. Donc c'était le même moule, mais il y a plusieurs tailles de fenêtres quand même, donc plusieurs moules. Et en 1999, il s'attaque de nouveau à un projet de taille, c'est le cas de le dire, la basilique de Lourdes. Oui, une basilique qu'il connaît bien, puisqu'il y allait tous les ans. Donc là, vraiment, il connaissait par cœur le monument et du coup, ça lui a donné l'envie de le faire. Qu'est-ce qu'il y faisait tous les ans à la basilique ? En fait, il allait en pèlerinage, il était brancardier. Donc en fait, il transportait des malades en fait, pendant une semaine. D'accord. Et vous m'aviez dit en préparant cette émission qu'il organisait des voyages spécifiquement pour aller vérifier des points sur certains monuments. Voilà, notamment sur la basilique de Lourdes. Il était en pleine construction et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça ne lui convenait pas, donc il s'est dit non, je ne peux pas continuer, c'est pas possible. Il faut que j'aille voir la dimension, il faut que j'aille voir. Il y avait quelque chose qui le chiffonnait en fait, et donc du coup il est allé sur 2 jours. Il a fait l'aller et le retour juste pour aller prendre une mesure. C'était quand même un acharné. Il savait ce qu'il voulait, Henri Chenet. Là encore, 2 longues années de travail avant d'enchaîner en 2001 par la construction de 3 bateaux du Vendée Globe. Henri Chenet ne s'arrête pas en si bon chemin. L'année suivante, il réalise la miniature du phare Armen situé au large de l'île de Sein, en mer d'Iroise. En 2004, c'est la chapelle de la Pénière. En 2005, une ferme cosnarde de Lozère. Et en 2006, c'est le pont du Gard. 6 mètres de long, 6 tonnes, emballé c'est pesé. Ça, c'était aussi une construction impressionnante par sa taille. Pas facile non plus à transporter du coup, parce que il y avait quand même un poids important. Donc là, il a fallu un peu de matériel pour la transporter du hangar jusque sur le terrain. Alors, cerise sur le gâteau, ou du moins sur le pont, un système de pompe permettait de faire couler l'eau sur le pont à la manière d'un aqueduc. Voilà, et ça, c'est vrai que ça impressionnait beaucoup les gens qui venaient voir et les enfants surtout. Il suffisait d'appuyer sur un bouton et l'eau coulait. Et l'eau coulait. C'est génial, ça. Le podcast Complètement à l'Ouest, c'est Paroles de Breton. Paroles de Breton.
Puis les constructions se poursuivent au rythme d'une miniature par an en moyenne. Les visites s'intensifient à la ferme, le livre d'or déborde de compliments et d'encouragements. En 2009, après le château de Lassay et la tour Solidor de Saint-Malo, Henri Chesnais réalise sa dernière construction, et pas des moindres, le château de Châteaugiron. Votre père a alors 77 ans et décide de se consacrer pleinement à l'entretien de ces monuments et à l'accueil des visiteurs. La ferme du Claret est en effet devenue une véritable attraction locale. Tous les jours, il avait des visiteurs. Et c'est vrai que les visiteurs aimaient bien quand même le voir. Donc, et puis lui ne pouvait pas s'empêcher non plus d'aller les voir. Il suffisait qu'il était à la maison, il voyait quelqu'un passer, hop, il fallait qu'il sorte et qu'il aille parler de ses miniatures et voir qui est-ce qui est là. Et voilà. Malheureusement, cette belle aventure s'achève en janvier 2016 avec le décès de votre papa. Voilà. Et la question qui se pose assez rapidement, c'est que va-t-on faire de cette œuvre ? Sachant que, lui, il avait quand même un souhait, c'était qu'elle soit ramenée dans le centre-bourg, parce qu'il savait en fait qu'on n'aurait pas pu entretenir très longtemps tous ces monuments, et il aurait bien aimé en fait qu'elle continue de vivre. La bonne nouvelle, c'est qu'Henri Chesnais avait un peu préparé le terrain. Voilà, en fait, à ces constructions, déjà, il avait construit sur des dalles qui étaient transportables. En fait, il avait déjà cogité tout ça à la construction. Depuis le début, en fait. Oui, depuis le début, depuis la première construction, d'ailleurs. C'est vrai que nous, on se disait, oh là là, ce sera compliqué, ça va casser, ce sera difficile. Mais lui, il nous disait toujours, oh non, c'est fait, c'est costaud, c'est fait pour que ce soit transporté. Et puis, il en avait parlé un petit peu aussi au maire. Voilà, il avait eu l'occasion de voir Bernard Renoux et d'en discuter. C'est vrai que Bernard Renoux n'avait pas été contre, au contraire, de pouvoir ramener ces miniatures dans le bourg. Bruno Budor, vous êtes le président de l'association Les Amis d'Henri Chesnais. Vous connaissiez Henri par l'intermédiaire de Bruno, le frère d'Annie. Il vous vient l'idée de créer un parcours, une promenade qui permettrait au grand public de découvrir l'œuvre d'Henri Chesnais. En fait, par les relations que j'avais avec Bruno, on a lancé ça un petit peu, avec Annie. En fait, on avait besoin surtout du soutien et de savoir comment ça allait se passer pour où est-ce qu'on allait déjà mettre un petit peu ces miniatures, comment est-ce qu'on allait les mettre, sur quel parcours. On a ouvert la discussion à la population de Domanier. Donc voilà, et puis au bout d'un moment, il a été voté que les miniatures se seraient trouvées entre le bourg de Domanier et la route de Saint-Didier. En 2018, ce projet original voit le jour après 2 années d'efforts, d'aménagement et de moyens logistiques importants mis en œuvre. 2 années pour déplacer les miniatures sur les week-ends selon la disponibilité de chacun. Le dernier monument à avoir été déplacé, c'est le Mont-Saint-Michel. En même temps, c'est le plus compliqué. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, effectivement, c'était toujours la question de se dire comment est-ce qu'on va les déplacer, le poids que ça pouvait faire, comment est-ce qu'on allait les charger, comment est-ce qu'on allait les déplacer. Donc, effectivement, du Claret au centre-bourg. Beaucoup des miniatures ont été déplacées dans des remorques où on y mettait du sable, etc. Et puis, c'était de se dire, j'espère que tout va bien se passer, qu'on ne va rien casser. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, comme on parlait du pont du Gard, avec cette charge quand même qui était assez importante. Et puis le porte-à-faux, c'était de bien attacher tout ça, ou le phare qui était compliqué un petit peu vu son volume et la hauteur. Des centaines de journées de bénévolat, la participation active du personnel technique de la mairie, l'implication importante des acteurs locaux et entreprises de la région, notamment pour le prêt de matériel de levage. Le projet est piloté et entièrement financé donc par la mairie de Domanier. Aujourd'hui, on peut admirer l'ensemble des miniatures d'Henri Chesnais tout au long de cette promenade très agréable qui porte d'ailleurs son nom. Il y a donc une quinzaine de miniatures à découvrir, des panneaux d'affichage ont été installés et c'est désormais l'association Les Amis d'Henri Chesnais, dont vous êtes le président, Bruno Budor, qui gère l'entretien et la mise en valeur du site. Quels sont les projets de l'association ? Cette création en fait d'association, c'est pour continuer à entretenir ces miniatures par les ardoises, la pierre, des projets de plantation, de verdure, de bancs sur le parcours, continuer à faire vivre cette promenade et de faire profiter tous ces gens qu'on voit encore venir visiter, quoi.
À l'entrée du parcours, vous avez disposé un livre d'or que les visiteurs peuvent remplir et une tirelire qui permet d'aider financièrement l'association. Oui, effectivement, il a été posé une cagnotte dernièrement. Donc, cet argent servira donc à entretenir et à acheter des matériaux pour entretenir les miniatures, puisque, par exemple, l'année dernière, on a rénové le Parlement. Donc, il y a toujours besoin d'un petit peu d'argent pour pouvoir entretenir ça. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu pour ça que cette cagnotte-là a été posée. Merci Annie Marquet et Bruno Buder d'avoir participé à cet épisode de Paroles de Breton consacré à ce beau projet. Merci également à Michel Geland, adjoint au maire de Domanier, pour sa participation à la préparation de cette émission. Et je vous invite toutes et tous à aller découvrir cette promenade unique sur la commune de Domanier. La Bretagne comme vous ne l'avez jamais entendue. C'est la Minute Braise dans Paroles de Breton. Tiffany nous présente la Minute Braise. Oui, 1 minute et pas plus. 200 kilos, c'est le poids du plus grand drapeau breton du monde. Et oui, un drapeau de 1395 mètres carrés de surface, soit quasiment la moitié de la taille d'un terrain de football. Il a été réalisé en 2018 par les ateliers Lemay de Saint-Grégoire, près de Rennes, pour le festival La Nuit des Étoiles de Tréflès dans le Finistère. Si vous prenez l'idée de vous en commander un, il faudra débourser la somme de 15 000 € environ, louer 2 grues de 60 mètres de haut pour le hisser et prévoir de l'espace, beaucoup d'espace, oui, désolé, dans le salon ça passera pas. Vrai ou faux? C'est grâce à Anne de Bretagne que les routes bretonnes sont gratuites. C'est faux, bien évidemment. La gratuité des routes en Bretagne n'a absolument rien à voir avec la Duchesse. C'est en fait le plan routier breton mis en place par le général de Gaulle lui-même en 1969 qui a permis la création d'un réseau routier gratuit à 4 voies que nous appelons aujourd'hui voie express. Ce plan routier avait pour objectif de désenclaver la Bretagne, pénalisée par sa situation géographique excentrée dans l'espace français et européen. Et oui. Mission accomplie. Merci Tiffany. Merci Jean-Christophe. Et puis rendez-vous très rapidement dans un nouvel épisode de Paroles de Breton.